Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs des radios M, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mohamed Salah Boultif, ancien président directeur général de Air Algérie de juin 2011 à mai 2015. M. Boultif, bonjour. Bonjour. Merci d'être à Radio M. Nous étions vos voisins, nous sommes à la place Audin pendant 4 ans. Nous aurions voulu vous recevoir à ce moment-là. Il se passait beaucoup de choses à Air Algérie. Vous êtes maintenant à la retraite, vous avez plus de temps et vous nous dédiez du temps. Nous vous remercions pour cela. La retraite se passe bien ? Très bien. D'abord, tout le plaisir est pour moi et je souhaite un grand bonjour à nos auditeurs, à nos amis auditeurs. Oui, bon, la retraite après un boulot assez dense et après tant d'années, globalement, ça se passe très bien. C'est difficile d'être patron de Air Algérie. Oui, ça je vous le concède. Je vous le concède. Être patron général d'une compagnie aérienne, c'est difficile. Et pour l'Algérie, il y a bien sûr des spécificités particulières qui sont liées à l'environnement, qui sont liées à l'entreprise elle-même en interne, qui rendent la tâche extrêmement difficile. Particulièrement complexe. Absolument. On va dérouler un petit peu les enjeux de la compagnie, du pavillon national qui nous est si cher. Le début de l'année 2018, Air Algérie a participé à colorer un petit peu l'ambiance sociale de la nouvelle année avec la grève du PNC, du personnel navigant commercial, il y a un peu plus d'un mois, une grève qui a été considérée comme illégale parce qu'il n'y avait pas eu de préavis. Ma question, c'est les conflits à Air Algérie sont récurrents. Pourquoi ? Oui, je pense que c'est une bonne question. Bon, on a connu un temps, d'abord, il fut un temps à Air Algérie, il y avait quelques mouvements sociaux. À l'époque, c'était uniquement un monosyndicat. Je veux dire, l'entreprise connaissait uniquement le GTA. Il n'y avait pas de liberté syndicale. Après, il y a eu donc quelques syndicats autonomes qui sont venus, qui ont été créés, et on se retrouve avec pratiquement dans chaque domaine. Par exemple, dans le domaine de la maintenance, on a un syndicat qui adhère à l'UGTA, et on a également un syndicat, le SNTMA, qui est un syndicat autonome. La même chose au niveau des pilotes, et également donc, au niveau des autres secteurs. Ça a rendu effectivement la tâche beaucoup plus complexe. On assiste depuis donc, l'avènement de ces syndicats autonomes, beaucoup plus si on peut s'exprimer ainsi, à un corporatisme au niveau de l'entreprise. Et donc, ce qui a augmenté le nombre de conflits sociaux. Effectivement, il y a une surenchère qui est créée entre les uns et les autres, et on arrive difficilement à concilier donc la gestion de tous ces partenaires sociaux. Le dialogue social, vous diriez, dans l'entreprise devient plus complexe parce que les interlocuteurs, les partenaires sont plus nombreux et ont des agendas peut-être aussi différents, etc. Tout à fait différents. Et on assiste souvent à un phénomène, chaque corporation tire vers elle le mouvement social qu'elle... Et en règle générale, comment vous avez fait face aussi à des conflits sociaux quand vous étiez à la tête pendant 4 ans d'Air Algérie comment on finit une grève ? On finit par accéder aux revendications de ceux qui font grève ? Parce qu'une grève d'une compagnie aérienne, c'est quand même quelque chose de très pénalisant. Donc souvent, il faut agir très vite pour la résoudre. Absolument. Et je pense également savoir que les syndicats eux-mêmes savent qu'une grève au niveau d'une compagnie aérienne n'est pas comme une grève dans un autre secteur, une administration, quelque chose. Parce qu'une grève dans une compagnie aérienne, ça se sent très rapidement. Ça touche, c'est une compagnie de service, donc ça touche le grand public, et on peut également avoir des
des implications à l'extérieur, parce qu'Air Algérie est une compagnie internationale, compagnie aérienne internationale. Il y a des passagers qui vont partout et qui viennent de partout, d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient, même d'Amérique du Nord, du Canada, de Chine, voire d'Asie, de Chine. Donc, il y a des implications également au niveau international. On peut se retrouver avec des passagers en rade au niveau de différentes escales, etc. En ajoutant le réseau intérieur. On n'oublie jamais le réseau intérieur où il y a quand même des Algériens qui se déplacent pour des motifs de travail vers le sud ou de visite familiale. Quand les revendications sont d'ordre catégoriel, dans lesquelles il y a toujours souvent une demande d'augmentation de salaire, et dans le contexte de 2018, c'est devenu la revendication montante à cause de l'inflation et des politiques d'austérité. Est-ce que Air Algérie a les moyens de répondre ? Tout de suite, personnellement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et même au niveau global, au niveau du pays, Air Algérie est perçue comme un exemple. Comme un exemple, parce que si on commence je parle du gouvernement, si on commence par exemple par céder sur le plan notamment salarial. Je ne parle pas des autres points qui n'importe comment peuvent être discutables. On peut céder sur certains, faire des compromis sur d'autres, etc. etc. Mais sur le niveau salarial, moi je trouve avec mon expérience que cela devient très récurrent ces dernières années. Parce qu'on voit le cycle qui devient de chaque 3-4 ans. On retrouve les partenaires sociaux qui montent au créneau pour faire pression, et ils connaissent la pression qu'ils font sur la compagnie. Ils connaissent la situation financière de la compagnie. Ils connaissent la situation financière, mais ils connaissent également les faits produits par des grèves. Des grèves, et très souvent, on n'assiste pas à une grève légale où on peut se faire attraper au niveau de la justice pour une raison ou une autre. C'est des arrêts spontanés qui se font au petit matin. On décide la veille, on fait un arrêt spontané pour faire pression sur l'employeur, et puis pour ne pas se retrouver en porte-à-faux un peu avec le grand public, avec les pouvoirs publics. Donc on gèle la grève. Logiquement, ce qu'on a vu les derniers temps. Au bout d'une journée ou deux. Même pas. Des fois, c'est dans la journée même, en fin d'après-midi, on lève la grève. Mais c'est pénalisant pour la compagnie parce qu'il faut rattraper tous les vols qui ont été ratés. Tous les passagers qui sont laissés en rade, stressés au niveau des différentes escales, etc. Alors, etc. D'une manière générale, comme on n'a pas d'institut de sondage malheureusement en Algérie, on ne peut pas évaluer l'accueil au niveau de la population algérienne de ce type de mouvement. On ne peut pas savoir si c'est populaire ou pas populaire. On a tendance à penser que ça ne l'est pas. Il y a un ratio qui est souvent évoqué chez ceux qui n'aiment pas les grèves d'Air Algérie, c'est de dire c'est une compagnie où le ratio nombre personnel aéronef est démesurément important. Il y a trop d'employés par avion, et on prend toujours des comparatifs, souvent celui de la RAM au Maroc. Vous dites qu'il y a une surpopulation en Algérie ? Honnêtement, oui. Très honnêtement, oui. Je pense qu'au niveau du ratio, on avait fait l'exercice quand on avait établi notre plan de développement il y a quelques années, le PMTE sur 5 années, un plan quinquennal, un plan de développement. On avait fait effectivement des analyses, et on a vu qu'on était hors norme. Au niveau du ratio personnel sur les effectifs, on était vraiment hors norme. Quelle que soit l'approche, même si c'est une approche groupe versus... parce que vous nous avez dit en préparant cet entretien que quand on cite l'exemple de la RAM, on rapporte la partie volante, la partie professionnelle, cœur de métier. Alors que chez Air Algérie, il y a tous les métiers qui sont encore agrégés. Absolument. Chez Air Algérie, comme on n'a pas conclu totalement la filialisation, on n'a pas un groupe constitué. C'est une entreprise où tout est centralisé, toutes les fonctions sont centralisées. Au jour d'aujourd'hui, mis à part le catering, qui a été filialisé en 2015. Effectivement, si on fait une analyse comparative avec la RAM, les 3000 et quelques, 3000 je crois 100, ou aux environs 3100, c'est uniquement la compagnie aérienne, parce que les autres sont filialisés.
que ce soit la maintenance, que ce soit le catering, que ce soit les opérations au sol, tout ça. Mais si on compte tout le personnel des filiales, je pense même qu'au niveau de la RAM, on doit tourner autour des 7 000, 8 000 facilement. Et on se rapprocherait du ratio d'Air Algérie. On s'arrêterait Oui, de ça. oui. Alors, la filialisation, c'était un des axes de votre plan de développement. Tout à fait. Vous l'avez entamé, vous venez de citer la filialisation de l'activité catering. Pourquoi c'est pas poursuivi, cette filialisation? Bon, lors d'une rencontre qu'on a eue il y a quelques mois, j'ai déjà déploré pour ma part que ça n'a pas été poursuivi. Bon, je pense que quand il y a un plan de développement, il faut qu'il soit poursuivi, quels que soient les hommes, quelle que soit la composante humaine. Bon, Felen est parti, il y a la continuité de service, comme il y a la continuité de l'État. Je sais pas, il faudrait qu'on apprenne quand même en Algérie que quand quelqu'un part, un responsable, on n'arrête pas tout, on prend le plan qu'il a été élaboré par son ingénieur, on le met de côté. Il y a toujours cette continuité de service. C'est-à-dire au niveau des cadres algériens, il faut qu'on apprenne à assurer cette continuité. Alors, M. Mohamed Salah Boltif, on va essayer de comprendre avec vous où est-ce que ça a coincé. Là, vous dites qu'il faut qu'il y ait une continuité. Absolument. On va supposer qu'au niveau du ministère des Transports, le souci, c'est la continuité. Mais est-ce que les blocages ne viennent pas de l'intérieur d'Air Algérie? Je parle des blocages qui ont gêné ou empêché la filialisation. Par exemple, sortir la maintenance, c'est 2000 ressources humaines. Oui, c'est lourd. C'est lourd. Voilà. La maintenance, elle n'a pas vocation à être dans Air Algérie. Elle pourrait être une compagnie qui est viable parce qu'elle peut prester pour d'autres compagnies. Qui peut être un centre une entreprise, de profit, je veux dire. Qui peut être un centre de profit. Qui peut être un centre de profit. Au lieu profit. d'être uniquement un centre de coût. Oui. Il peut être à la fois les deux. Et pourquoi par exemple, dans le cas de la maintenance, parce que ça saute aux yeux que c'est une activité qui peut être filialisée. Pourquoi ça ne s'est toujours pas fait? Bon, moi quand on avait élaboré le plan de développement, dans l'axe filialisation, on avait 5 filiales. La maintenance faisait partie. On peut les citer. Hein. Oui, il y avait le catering, le fret, le cargo, la maintenance, les opérations au sol, c'est le travail qui se fait aux escales. Il y avait une filiale qui prenait en charge tout ce qui est technologie, informatique, les dernières technologies, etc. On avait jugé à l'époque, bon, effectivement, au niveau interne, il y avait beaucoup de réticences. Parce que chez nous, des fois, les travailleurs ont peur du changement. Il y a cette peur du changement. Je pense que ça peut être perçu ailleurs également, mais chez nous, c'est un peu exacerbé. En plus, il y a des fois le jeu des partenaires sociaux qui n'adhèrent pas facilement malgré les différentes réunions, les différentes rencontres où on explique le plan. On avait fait des séminaires, etc., des rencontres de tous les cadres de l'entreprise. Par exemple, une des réticences, c'est peut-être de perdre le statut de Air Algérie et de ne pas, par exemple, bénéficier de billets gratuits dans les voyages. Pour essayer d'illustrer un petit peu. Tout à fait. Entre autres, il y a ça. Et puis, vous aviez des réponses pour ça? Oui, d'ailleurs, pour faire aboutir la filiale catering, on avait négocié avec les syndicats du catering, le GTA, et on les a rassurés sur ce plan-là, comme quoi ils allaient pendant une période de temps, et ils sont concernés par la convention collective d'Air Algérie, donc cette histoire de billets de faveur qui sont utilisés des fois quand il y a des places libres, etc. Et ça, c'est une pratique de toutes les compagnies aériennes à travers le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'Air Algérie invente. Donc sur ce plan-là, on les a rassurés. Et même qu'ils seront régis par la convention collective d'Air Algérie pendant un laps de temps. Et qu'ensuite, quand ils élaboreront le propre convention collective, en négociant avec le partenaire social, avec l'employeur, il y aura pratiquement la même philosophie dans la convention collective de la filiale. Oui. Et c'est-à-dire que le lien existe avec Air Algérie. On dit Air Algérie Catering, par exemple. Oui. Pour ne pas justement brusquer les gens, on n'a pas voulu donner un autre nom. Il y a des compagnies qui le font. Ils appellent carrément, ils donnent un nom à la filiale. À la filiale. Nous, pour ne pas brusquer, de manière psychologique, on a voulu laisser Air Algérie Catering. La filiale du catering s'appelle Air Algérie Cargo. Absolument. Cargo, qui est l'autre activité qui a vraiment forte vocation à être filialisée. Et qui a été créée, juridiquement a été créée. L'Assemblée générale constitutive a été faite de mon temps. Et ça fait maintenant, on est quand même à la 3e année, elle n'a pas démarré. Question moyenne. C'est un centre de profit aussi, vous diriez? Oui, tout à fait, absolument. D'ailleurs, je viens de faire quelques lectures ces derniers temps.
au niveau des pouvoirs publics, on va libérer cette activité. Et il paraîtrait qu'il y a des prétendants pour créer des compagnies cargo. Ce qui me désole personnellement, c'est qu'Air Algérie, en acquérant les 16 avions, les 16 aéronefs les 3 ou 4 dernières années, on a prévu 2 avions cargo qui sont là, des Boeing 737-700. Et qui sont, on n'a pas omis d'opter pour des convertibles. Oui. Sait-on jamais, parce qu'on était Air Algérie. Et aujourd'hui, ils ont plus tendance à être utilisés dans le trafic pour le passager. Côté passage, oui, pour le côté passage. C'est quand même... C'est vrai que c'est troublant de savoir que cette filière a été créée, qu'elle n'est toujours pas active. On a un peu le sentiment qu'on attend l'arrivée du privé. Absolument. Moi, personnellement, en lisant ces derniers temps qu'il allait y avoir des privés qui allaient investir ce créneau, je me suis dit, bon, voilà, comme vous, j'ai pensé... Alors, c'est dommage, ce n'est pas un problème de moyens, parce qu'on a acquis 2 avions. On a également 2 ATR pour lesquels on a aménagé des portes cargo, parce que pour le cargo, quand il y a des portes des avions consacrés au passage, il y a des portes passagers. Bon, là, pour les ATR, on a fait des aménagements il y a 4-5 ans. Mais ces moyens, malheureusement, ne sont pas utilisés pour le cargo. C'est d'autant plus troublant qu'il y a une problématique d'exportation, et on sait que l'exportation, pour certaines catégories de produits, dépend de la qualité Absolument, et puis il faut s'adapter à la politique du pays aussi. Bon, maintenant, on sait que tout est prévu, tout a été conçu au niveau des ports, des aéroports, des douanes, etc. pour l'import. Parce on a été plus, par le passé, orienté vers... Mais maintenant que le gouvernement affiche pleinement son désir d'aller vers l'importation... L'exportation. Nous, les moyens, on les a acquis, de toute manière. La volonté existait. Maintenant, est-ce qu'elle existe toujours avec la menace des privés? Mais ce n'est pas une menace, c'est la nature a horreur du vide. Absolument. Si Air Algérie ne lance pas sa filiale cargo, moi je pense que... Alors, dans le débat autour d'Air Algérie, de sa viabilité et de son avenir, il y a aussi une problématique de pricing. Souvent, on dit Air Algérie est aussi surprotégée, d'abord protégée sur son marché intérieur, où c'est un quasi-monopole, que Tassili Airlines qui la challenge sur ce marché. Est-ce que vous considérez qu'il y a une surprotection de ce point de vue-là? On évoque l'open sky des Marocains qui met la rame sous pression, etc. Et on dit que si on allait vers cela, les Algériens profiteraient de tarifs plus bas, mais Air Algérie ne résisterait pas au choc. Oui, pour l'open sky, d'abord un mot. Il relève des pouvoirs publics, il relève du gouvernement. C'est votre avis que je demande, c'est pas... Voilà, très souvent, les gens posent la question à la compagnie. Nous, la Air Algérie, c'est une compagnie, c'est un exploitant comme les autres. C'est une décision souveraine des pouvoirs publics. Maintenant, l'Algérie a toujours dit qu'elle n'était pas prête parce qu'Air Algérie n'était pas risquée d'avoir des problèmes, voire de disparaître, etc. Bon, nous, c'est vrai, d'un côté... les situations ne sont pas comparables. Avec nos voisins de l'Ouest, il y a eu cet accord d'Open Sky qui est venu il y a quelques années déjà, mais qui a été couplé à un objectif en matière de tourisme. C'était les 10 millions de touristes. Par an. Je me souviens, par an. Le Maroc étant un pays touristique par excellence, qui reçoit du tourisme réceptif au niveau du Maroc. Bon, les résultats, moi je me souviens de mémoire, la RAM avait subi un contre-coup quand même, la compagnie nationale, mais par contre le pays a gagné. En termes macroéconomiques, au niveau du tourisme au Maroc, il y a eu quand même un apport certain de cet accord d'Open Sky. La Tunisie, c'est différent. À l'Est, la Tunisie vient de signer un accord d'Open Sky très récemment, parce que malgré qu'elle soit un pays touristique également, avec du tourisme réceptif. Mais ils ont été plus prudents parce qu'ils avaient également peur pour le pavillon national. Et parce qui ne se porte pas très bien d'ailleurs. Qui ne se porte pas très bien. Il faut dire que nous, au niveau de l'Afrique du Nord, on est toujours au niveau des compagnies pavillons. On n'a pas évolué. Alors qu'ailleurs, il n'y a plus de notion de compagnie porte-drapeau, ça n'existe plus. Il y a des capitaux privés qui ont été introduits depuis 1978, depuis la libéralisation au niveau de transport aérien. Et il y a eu donc cette mondialisation avec la création de hubs, d'alliances. On va voir les alliances tout à l'heure, etc. Mais chez nous, on reste quand même sur le vieux concept de compagnie pavillon. Donc on a toujours peur que son pavillon disparaisse, etc. Vous vous dites à un moment donné, il faudra réfléchir, puisqu'on a aussi maintenant
inscrit le tourisme comme un des grands objectifs Absolument. de revenus extérieurs Tout à pour fait. compenser la baisse des revenus énergétiques. Et donc, Absolument. à un moment donné, il faudra aussi réfléchir à libéraliser peut-être... C'est comme pour le cargo. C'est Comme comme je pour- disais tout à l'heure pour le cargo. Il faudrait que la compagnie nationale s'adapte à la politique, s'insère carrément dans les objectifs du gouvernement. Comme pour les exportations, il fallait créer la filière cargo rapidement et la faire démarrer rapidement. Alors, Mohamed Salah Boultif, dans le modèle actuel, Air Algérie peut gagner de l'argent. Oui, mais ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'elle est agressée par d'abord des compagnies classiques. Et moi, j'ai toujours réfuté le terme que Air Algérie est en monopole au niveau international. Non, elle n'a jamais été. On a eu des compagnies étrangères, de grandes compagnies. Les Swissair, les Lufthansa, les Air France, on les a eu depuis les années 60, 70, 80. Sur les mêmes lignes. Elles sont parties pour, on se souvient, Dans les années pendant un laps de 90. temps, voilà, pour des raisons autres, mais elles ont commencé à renouer avec le tarmac, surtout de l'aéroport Houari Boumediene, surtout depuis qu'on a eu la nouvelle aérogare. Depuis actuelle. 2006. Voilà, Depuis quand il y a 2006. une infrastructure nouvelle qui est venue, adaptée en matière de sûreté, en matière de sûreté surtout, Surtout. de sécurité, de commodité, etc., etc. Les compagnies ont commencé à revenir. Actuellement, on semble, si je ne me trompe pas, autour de 22, 23 compagnies aériennes au niveau Ça reste insuffisant. international. Quand on va sur le tarmac de nos voisins, il n'y a pas une variété de pavillons, de compagnies aussi là. Ça reste- Si, quand même, les grandes compagnies sont là. sont là. Et Alors- on a eu, plus récemment, on a eu des compagnies qu'on n'a jamais eues auparavant, les compagnies du Golfe. Oui. Elles n'ont jamais desservi l'Algérie, elles sont venues il y a quelques années seulement, comme Emirates, Ouais, mais ça, ce Qatar sont des géants Airways. mondiaux qui ne laissent aucune Voilà, place. qui sont devenus pratiquement des géants Tu ne mondiaux. peux pas ignorer la place Absolument. d'Alger. Alors, dans la problématique, on va dire, équilibre financier d'Algérie, il y a le réseau national domestique sur lequel l'Algérie est en position de force et qui est géré par un accord avec le gouvernement de suggestion à mission publique, mission de service public. D'abord, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est ce système? Parce qu'on a l'impression que les prix sont libres dans le réseau domestique. En fait, ils sont encore soutenus. Et puis, je vous posais une question sur le fonctionnement de cette subvention. Elle consiste en quoi? Oui. Bon, par le passé, il n'y avait pas cette suggestion à caractère public. Il n'y avait pas cette suggestion à caractère public. Elle n'est apparue qu'en 2000, si ma mémoire est bonne, en 2003 ou 2004. Voilà. Donc c'est récent. Avant, c'était la compensation par le réseau international. Les prix au niveau du domestique, du national, étaient pratiquement des prix fixes arrêtés par les pouvoirs publics. Et les seuls prix qui étaient pratiquement libres, qui se négociaient avec les États, suivant les accords bilatéraux, c'est les prix des tarifs internationaux. Et la subvention se faisait par une compensation. C'est-à-dire les tarifs internationaux, les ressources du réseau international compensaient les ressources du réseau intérieur pendant très longtemps. Ce n'est qu'en 2003-2004, donc il y a eu, devant la chute un peu des prix, puis il y a eu l'invasion un petit peu des compagnies internationales aussi, qui ont rogné sur les recettes internationales d'Air Algérie, ce qui fait que la compagnie a senti cette chute brutale des revenus. Et là, le gouvernement pour le public ont été approchés. Ils ont consenti donc pour le réseau intérieur, le réseau Afrique également qui est concerné, parce que très souvent ce réseau, on avait des taux de remplissage qui étaient très bas, parce qu'il n'y a pas cette dynamique de transit. On sait très bien que les passagers entre l'Algérie et ces pays-là d'Afrique de l'Ouest, essentiellement, il n'y a pas tellement de passagers. L'essentiel, c'est des passagers de transit. Donc voilà, et de là est venue cette subvention au titre de la suggestion de service public qui assurait quand même Air Algérie, surtout en exploitation. Est-ce qu'elle est payée tous les ans? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, pendant que vous étiez à la tête d'Air Algérie, vous avez eu à relancer la tutelle pour J'ai relancé, il y avait des reliquats.
Il y avait des reliquats qui étaient chaque fois relancés pour le paiement de ces reliquats pour permettre à la compagnie de souffler un petit peu, hors exploitation bien sûr. Et c'était pas, si vous voulez, c'était pas libéré régulièrement. Alors, à votre connaissance, le bilan d'Air Algérie, hors cette subvention, il ne peut pas être équilibré. Sur les derniers exercices, le bilan global ne peut pas. Le bilan d'exploitation, il est déséquilibré surtout par les antérieurs. Dans les antérieurs, les tarifs sont très très bas. Ils sont maintenus dans ces niveaux-là depuis quelques années déjà, depuis un certain nombre d'années. Et là, vous n'avez pas la liberté. Air Algérie n'a pas la liberté de les augmenter puisqu'elle a signé cette convention de suggestion. Non, d'une part, non. C'est un cahier des charges. D'accord. Cahier des charges qui est signé annuellement. Pour aller à certains endroits régulièrement, éviter la... Parce qu'il faut faire la preuve par A plus B qu'il y a un déficit d'exploitation sur le réseau antérieur, le réseau Afrique, etc. Air Algérie est tenu chaque année d'envoyer donc au ministère des Transports, qui est signataire de ce cahier des charges avec la compagnie, et le ministère des Finances. Oui. Voilà. Donc il y a eu effectivement, à ma connaissance, des reliquats de paiement qui n'ont pas été perçus par Air Algérie. Alors, dans l'exploitation, on a évoqué les équipements. On va revenir aux équipements parce que c'est essentiel, notamment dans le cadre de la nouvelle aérogare. Mais entre-temps, vous avez eu à faire face au lancement du chantier du nouveau siège social d'Air Algérie. En attendant, il est toujours à côté de nous, ici, à la place Audin. Et il y a eu un conflit avec la société, le consortium qui construisait. Dans l'actualité de cette semaine, il y a un courrier de M. Bouabdallah, qui était votre prédécesseur au poste de président-directeur général d'Air Algérie, qui, en gros, reproche à votre gestion d'avoir dénoncé le contrat en 2013, à peu près 2 ans après avoir pris vos fonctions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez dénoncé ce contrat, M. Mohamed Saleh Boltaïf ? Bon, d'abord, dénoncer le contrat, c'est surtout après que la compagnie SMI, la compagnie canadienne, ait été vers l'arbitrage. La dénonciation est venue après, ça c'est une précision. Effectivement, ça c'est un problème qui a fait couler, comme dirait l'autre, beaucoup d'encre. Moi, je tiens d'abord à tirer les choses au clair. Moi, je suis arrivé à la compagnie le 19 juin 2011. Contrairement à ce que dit mon prédécesseur, que je suis arrivé au mois de février 2011. Ça, d'abord, je tiens à faire la précision. Elle est de taille, elle est importante. À mon avis, le problème ne se pose pas en termes de gestion de ce projet. Alors, juste, pourquoi elle est importante ? Parce que c'est le moment où le chantier a été lancé. Entre février et juin. Effectivement. Il n'a pas été lancé. Je vais préciser, tirer les choses au clair. Tout d'abord, ce contrat, le problème de cette affaire-là, ce n'est pas la gestion du contrat. C'est le contrat en lui-même d'abord. C'est le contrat en lui-même qui pose problème. D'abord, le mode d'acquisition de ce marché par SMI. Cette compagnie n'a pas acquis, si vous voulez, ce contrat, à mon avis, de manière tout à fait claire. Quand elle a soumissionné, et d'abord, il y a eu un appel d'offres auparavant qui a été déclaré infructueux. Et on avait en dernière analyse, deux grandes compagnies que je ne citerai pas d'ailleurs, mais qui sont connues sur le... Enfin, nous on connaît le dossier, donc on sait que c'est SCCE, c'est la grande compagnie chinoise qui construit la mosquée d'Alger, et le pavillon national, entre guillemets, considère. Voilà. Qui avait soumissionné lors du premier appel d'offres. Absolument. Cet appel d'offres a été déclaré infructueux de manière illégale, alors qu'on était en train d'évaluer la partie technique. On n'est même pas arrivé à la partie financière, et ce qui n'était prévu ni dans le cahier des charges, ni dans la procédure interne de la compagnie. Air Algérie étant régie par la procédure interne des compagnies. Des fois, elle était par les EP, était dans les marchés publics. Des fois, elle était exclue et c'était la procédure interne de la compagnie. Mais en tout cas, ce n'était pas prévu dans ni l'une ni dans l'autre. Ensuite, cette compagnie canadienne a acquis, après le deuxième appel d'offres, le marché. Pour nos amis auditeurs, SMI, c'est une compagnie canadienne. Je crois qu'on ne l'a pas encore dit. Canadienne. SMI est une compagnie canadienne. Pour avoir donc ce marché, elle s'est associée avec 2 autres compagnies canadiennes. Le groupe SMI et Simard Baudry. Donc, il y a eu ces 3 compagnies.
Et cette SMI qui a eu le marché, c'est une compagnie d'ingénierie, ce n'est pas une compagnie de construction. Elle n'a pas, si vous voulez, des références en matière de construction. Et après, pendant la soumission, Simar Baudry est sorti du contrat. Et la compagnie qui avait l'expérience en matière de construction, c'était une filiale de Simar Baudry. Donc Simar Baudry est sortie, elle a laissé le SMI prendre le marché toute seule. Ensuite, il y a des défaillances qui commençaient à apparaître, parce que dans la soumission, dans l'offre, SMI disait qu'elle n'allait pas faire de sous-traitance, par exemple, qu'elle avait un volume financier, un apport financier de 75 millions de dollars canadiens, qu'elle avait également des cadres qu'elle allait mettre en place. En fin de compte, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de tout ça. Même les techniques, les nouvelles techniques américaines, etc. Du suivi de chantier. De suivi de chantier, qui ont été cités en des termes anglais d'ailleurs, n'étaient pas là, n'étaient pas présentes. Je vous donne des exemples comme défaillance. La sous-traitance, il y a eu 2 compagnies qui ont été créées entre-temps. Parce que ce qu'il faut préciser également, c'est quand le contrat a été signé en février, avant mon arrivée, et le 11 juin 2011, l'ODS signifie à cette compagnie, il y a quand même un laps de temps qui est passé de 5 mois. L'ordre de service n'a pas été délivré tout de suite. L'ordre de service n'a pas été délivré pendant 5 mois. Parce que l'entreprise de réalisation n'était pas encore là. N'était pas là. Il fallait qu'elle attende la création de ces compagnies de droit algérien qu'elle a utilisées comme sous-traitante. La compagnie TOEC, je me souviens, c'est des Syriens, mais ces 2 compagnies sont de droit algérien. Et avec lesquelles, après, on avait vu sur la gestion, il y a eu des tas de problèmes. Il y a eu des grèves cycliques. Une fois, c'était un ouvrier de TOEC, on m'a appelé, il allait se jeter d'une grue, il allait se suicider parce que ces sous-traitants n'étaient pas payés régulièrement. Et autre défaillance, le directeur de projet qu'on avait cité dans le contrat. Le directeur de projet devait être quelqu'un de costaud, etc., avec l'expérience, etc. Il y a eu, dans l'exécution de quelques mois d'exécution, il y a eu une instabilité totale. Tous les 2 mois, il y avait un directeur de projet qui changeait. Et même qu'on est resté sans directeur de projet pendant presque 1 année et demie ou 2 ans. Le chantier était pratiquement livré. Alors, suite à tout cela, M. Bolté, vous avez déclenché un audit. J'ai déclenché un audit. Il s'est trouvé que le monsieur qui a été chargé du projet, à la place de la direction de la logistique, parce qu'avant... Alors là, on parle du côté Air Algérie maintenant. Hein. Du côté Air Algérie. Celui que vous avez trouvé pour le suivi du... Voilà, pour le suivi du chantier, était défaillant, carrément défaillant. On a mis... Monsieur Zermati. Monsieur Zermati, non, pas Zermati. D'accord. Monsieur Zermati, je crois, oui, Zermati. Il y avait même, on a eu un mur de soutènement avec l'Arbaoui, un propriétaire d'un terrain à côté, qui a carrément chuté. Et là, on a mis en place un audit, une inspection interne de la compagnie. On a relevé toutes les défaillances et les carences de M. Zermati, qui a été d'abord suspendu, puis pas traduit devant la commission de discipline. Vous avez respecté la procédure pour en arriver à stopper l'intervention de SMI sur le chantier. Vous avez fait des courriers. Des mises en demeure, tout à fait. Et ça a été fait après que SMI soit parti en arbitrage. D'accord. Ils sont partis en arbitrage parce que c'est à cause des états des paiements, c'est ça? Des états des paiements, parce que eux, ce qui les intéressait, c'était les paiements. Rien d'autre. C'était les paiements, tout le reste, ça ne les intéressait plus. On les a convoqués à plusieurs reprises. On a convoqué même leur président Bernard Poulain, qui est venu de Montréal. J'ai tenu une réunion avec lui, mais rien. On a vu concrètement au niveau du chantier, rien. Qu'a donné l'arbitrage, M. Mohamed Saleh? Bon, l'arbitrage, c'est... nous, entre-temps, quand on a vu qu'ils sont partis à l'arbitrage et tout, on s'est empressé de récupérer la caution de bonne exécution. Déposée par SMI auprès d'une banque canadienne? D'une banque canadienne. On les a récupérés donc auprès d'une banque canadienne à Montréal, en utilisant donc notre avocat sur place. Et heureusement qu'on l'avait fait à temps. Et ces cautions-là couvrent largement la décision qui a été prise par le tribunal d'arbitrage de Paris.
Donc Air Algérie, vous diriez, n'a pas subi de préjudice du fait d'avoir changé de... Sur le plan financier, non. Aucun Mais préjudice. le préjudice qu'on a subi, c'est avec cette entreprise SMI Le qui retard. a été le retard largement défaillante et qui en aucune manière n'allait terminer ce chantier. Au vu de tout ce qui a été relevé comme défaillance par nous et par le maître d'œuvre également. On a constaté que cette entreprise n'allait pas, en utilisant la démarche qu'elle avait arrêtée, n'allait pas... Avec des sous-traitants de dernière minute constitués en Algérie. Absolument, l'instabilité du directeur de projet et tout le reste. Et le chantier au jour d'aujourd'hui a redémarré ou il est en voie de l'être? Le chantier est en train d'être dégagé parce que le tribunal d'arbitrage a pris la décision. Il a imposé à SMI de libérer. Parce qu'en plus, cette compagnie n'a pas voulu libérer le chantier. En quelque sorte, ils ont fait de l'obstruction pour ne pas permettre à Air Algérie, pour ensuite dire voilà ce que les dommages causés, etc., etc. Moi, je pense que ça a été fait à bon escient pour encore mettre pression sur Air Algérie. Mais le tribunal arbitral, quand on a présenté le dossier à Paris, on a insisté sur ça. On a dit qu'on nous a fait obstruction au niveau du chantier. Parce que nous, on aurait pu lancer un autre appel d'offres et choisir une compagnie pour libérer ce chantier. Très bien. Alors, vous nous avez expliqué à Maghreb Émergent dans un récent entretien que pour sauver Air Algérie, dans la nouvelle économie internationale de transport aérien, il faut absolument profiter de l'opportunité qu'offre l'arrivée de nouvelles aérogares d'Alger, 10 millions de voyageurs par an de potentialité, et donc de se redéployer selon un nouveau modèle économique. Alors, c'est quoi cette opportunité et comment on peut s'emparer de cette opportunité? Effectivement, c'est une opportunité qui est très importante. Ce n'est pas tous les jours qu'Alger hérite d'une nouvelle aérogare de 10 millions de passagers, un aérogare ultramoderne, etc., etc. Nous, on a bien réfléchi en amont, avant que cette aérogare soit lancée, sur le nouveau modèle économique d'Air Algérie. Et c'est un modèle qui est de plus en plus usité et utilisé de par le monde, notamment il a permis à des compagnies, notamment des compagnies du Golfe et de grandes compagnies européennes qui ont abandonné leur ancien modèle, qui était pavillon également, comme Air France, comme Lufthansa, etc., qui ont adopté ce nouveau modèle. C'est le modèle de transit, donc c'est un trafic de transit où on est tenu donc de densifier le réseau, de créer plusieurs lignes nouvelles, comme a fait la Turkish d'ailleurs, qui est devenue une des meilleures compagnies au monde actuellement. En utilisant la plateforme d'Istanbul. Absolument. Donc il faut l'infrastructure qui soit adaptée et il faut un réseau qui soit densifié. Il faut les moyens aéronefs, les avions. Et il faut également du pricing, faire des tarifs adaptés de bout en bout et organiser toute la chaîne, notamment pour les bagages. Pour les faire transiter en même temps que leurs passagers. Et pas seulement les passagers. Et donc vous considérez que la nouvelle aérogare peut offrir ces possibilités-là à Air Algérie? Ça signifierait qu'Algérie doit occuper seule ce nouvel aérogare? Moi, je l'ai pensé, je l'avais demandé à mon époque, où j'étais à la tête d'Air Algérie, j'avais demandé au pouvoir public. Et vous l'avez demandé au Premier ministre, celle-là, il était d'accord avec vous? Au ministre des Transports, M. Roule, même au niveau du Premier ministère. Donc pour nous, cette opportunité, d'abord même M. le Premier ministre avait dit lors de la pose de la première pierre qu'il fallait que cette aérogare soit construite avec les normes du transit, du hub. Il fallait qu'Alger ait son hub au niveau international, comme toutes les grandes compagnies. Et comme on est très bien situé au nord de l'Afrique, et vers l'Europe et vers le Moyen-Orient. Pourquoi pas vers l'Amérique du Nord aussi. Donc on s'est dit que c'est l'occasion ou jamais d'avoir cette nouvelle aérogare avec l'organisation de type hub. Parce que si on rate celle-là, c'est trop tard. Si on ne met pas l'infrastructure, on ne met pas les équipements et les logiciels qu'il faut pour créer ce hub,
Je crois que Alors, ça je finit vous pour pose la Alger. question tout de suite. Vous avez, c'est une chance pour nous, été aussi directeur de l'EGSA Oui. à Alger. Vous connaissez les Pendant problématiques 6 ans, oui. pendant 6 ans, la problématique de gestion aéroportuaire. Oui. Est-ce que vous considérez que la SGSIA, qui va se charger qui se charge d'Alger, Oui. est en mesure d'être au niveau de ce challenge pour faire en sorte que nous soyons dans une logique hub? Oui, créer un hub n'est pas quelque chose qui doit se faire par la compagnie seulement. S'il n'y a pas d'abord une volonté des pouvoirs publics qui doivent piloter tout ça, c'est à eux d'arbitrer, de piloter, etc. S'il n'y a pas une volonté de gestionnaire de l'aéroport, nous, on ne veut pas, Air Algérie ne veut pas, à mon avis, je dis nous parce que Non, vous avez raison. ça sort des tripes un peu. Vous avez fait toute votre un carrière. enfant de la compagnie, donc Complètement. Air Algérie n'a pas vocation à gérer une aérogare. Ça, je le dis clairement, parce que les gens ont très mal compris. Air Algérie exploite. C'est un exploitant. L'aérogare doit être géré par l'aéroportuaire, par la gestion aéroportuaire. La SGSIA, qui est une filiale de l'EGSA Alger, dont j'avais l'honneur et le privilège d'être le directeur général pendant 6 ans, la SGSIA pour peu qu'elle accepte cette idée et qu'on s'associe pour le même objectif, je pense qu'elle est en mesure de gérer cet outil moderne, mais en mettant les garde-fous nécessaires. Alors, Encore la une fois. SGSIA, vous dites, elle est en mesure. Pourtant, en 2006, avec l'arrivée de l'aérogare actuelle, c'est à ADP qu'on a confié la gestion. Oui, c'est moi-même qui étais directeur général à l'époque. Mais à l'époque, on n'avait pas d'expérience en matière aéroportuaire. Et le pouvoir public nous ont instruits pour donc négocier un accord avec un gestionnaire d'aéroport aguerri qui avait une autorité internationale, aujourd'hui, vous qui était aéroport de Paris. Moi, je pense qu'avec les 2 mandats de gestion délégués avec Aéroport de Paris, on a quand même formé, c'est un gain extraordinaire. On a formé des personnels qui maintenant sont à même de gérer eux-mêmes, moyennant un apport. Parce que là, avec la nouvelle aérogare, la SGC, à mon avis, est obligée de former encore, parce que ça nécessite encore un apport de personnel. Mais si on va tous avec les mêmes synergies, avec la même volonté surtout, avec les services de l'État, les services de police, la police aux frontières, les services des douanes. Parce qu'en fait, c'est un autre logiciel avec lequel il faut être. Carrément Dans l'activité transit, hub, on est dans une autre logique. Absolument. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on est dans un modèle où on fait voyager d'autres gens qui en réalité, ne viennent pas pour l'Algérie, qui transitent par l'Algérie, qui ne sont pas des... C'est donc un autre modèle de pensée. Absolument. Et je peux vous donner un exemple au niveau de l'Émirat de Dubaï, Emirates. J'ai eu j'ai été invité par eux, j'ai visité un peu l'aéroport de Dubaï, et j'ai vu une synergie extraordinaire. C'est le même patron. Il est patron de l'autorité de l'aviation civile, il est patron des douanes, il est patron de la police, il est patron du groupe Emirates. Il y a un seul patron. C'est une véritable révolution dans la gestion. C'est-à-dire, nous, on est plusieurs patrons. Il y a le patron de la DPF, il y a le patron des douanes. On peut avoir des conflits. Fatalement, on aura des conflits. Par contre, moi, j'ai vu l'expérience d'Emirates. Il y a un seul boss, un seul patron. Qui est orienté, et le flux doit avancer. Et il avance. Et l'aviation, transport aérien au niveau de Dubaï, du produit intérieur brut de Dubaï, si je ne me trompe pas, c'est dans les 27% du produit intérieur brut. Le gain de l'aviation au niveau de Dubaï. Entre 2 plateformes, parce qu'il y a aussi la plateforme d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est Etihad. Oui. Il y a 2 grandes compagnies de taille mondiale sur un même territoire. Absolument. Mais Emirates, le groupe Emirates est beaucoup plus performant qu'Etihad. Vous croyez à la possibilité de développer d'aller dans ce challenge-là? Moi, j'y rêve. Je rêve à cela. Alors, ça, c'est du côté aéroportuaire. Donc, vous montrez de la confiance. Vous dites qu'il y a suffisamment de maîtrise, donc bonne expérience avec ADP. Qui peut être qu'on continue à former. Peut-être un nouvel accompagnement. Peut-être un nouvel accompagnement. Un nouvel accompagnement. Alors, et du côté d'Air Algérie, vous dites qu'il faut densifier le réseau, il faut avoir une politique de prix agressif. De pricing très agressif. Et ça, vous pensez que c'est possible aussi? Le réseau actuel n'est pas suffisant. Il est tourné Afrique, un peu Moyen-Orient, beaucoup Europe. Non, c'est un réseau classique.
C'est un réseau classique. Il faut le repenser. Il faut le repenser. Et le réseau d'Air Algérie a été repensé au fil des ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez du temps avant notre indépendance. Le réseau d'Air Algérie était Air Algérie qui était compagnie, parce qu'Air Algérie existe depuis 1947. Oui. Voilà, c'était une compagnie de... Et à l'époque, le réseau était relié à la métropole. Du temps où on était sous colonisation, c'était des axes comme... Après, il y a eu l'évolution, il y a eu la politique, l'ouverture vers l'Afrique. On a eu même des lignes qui partaient avec très très peu de passagers. Mais la politique à l'époque, c'était le pavillon national. Pour l'Algérie, il fallait se développer vers l'Afrique. On a ouvert des lignes même... comme ça. Est-ce qu'on a, M. Boltef, un retour d'expérience à ce stade-là de la tentative de la RAM d'aller vers ce modèle? Parce qu'elle est en phase de transition pour aller vers le modèle hub. Oui. Est-ce qu'on a un retour d'expérience? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Pour des compagnies de la taille de la RAM, on prend la RAM parce que c'est assez comparable à Air Algérie. C'est à côté, oui. Bon, je sais qu'on même en termes de taille, c'est assez comparable. Voilà, absolument, à comparer avec nos voisins, surtout de l'Ouest, qui sont un petit peu de la même taille au niveau de... leur réseau Afrique, aujourd'hui, il est important. Oui, parce que... Voilà, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'eux, ils ont changé de modèle. Ils ont commencé le hub en 84. Ils ont eu l'aéroport, l'outil. Parce que c'est toujours l'outil. C'est l'outil, c'est l'infrastructure. Après, les équipements, et après, donc, les logiciels, etc. Mais avant, c'est l'infrastructure. C'est ce qui détermine le début, c'est l'infrastructure. Ils ont eu ça en 84, la RAM. Ils ont commencé il y a longtemps et ils ont densifié. Ces dernières années, ils ont encore densifié le réseau. Et ils ont utilisé tous les trucs de pricing, de prix. Parce que là-bas, il faut créer des tarifs de bout en bout. Bien sûr. Alors, on part de, je sais pas moi, de Lagos. Il faut un tarif de Lagos jusqu'à Marseille, Bruxelles, jusqu'à Marseille, jusqu'à Dubaï, etc. C'est ça qu'il faut. Absolument. Eux, ils ont pris de l'avance à cause de l'infrastructure, surtout. Et lorsque l'infrastructure, ça là, c'est une dernière question sur ce nouveau modèle économique. Vous pensez que les ressources internes à Air Algérie sont en mesure de se mettre au niveau pour construire des produits nouveaux, bien pricés, bien positionnés? Là aussi, il faut peut-être une assistance, il faut être accompagné. Moi, je suis en faveur d'une assistance. J'ai vécu cela déjà au niveau de l'EGSA avec ADP. Pourquoi pas? Il y a plusieurs compagnies, même en Afrique, mais les compagnies du Golfe, les grandes compagnies du Golfe, utilisent des professionnels. À des prix très très forts. Ils ramènent des gestionnaires de grandes compagnies américaines, australiennes, anglaises. Et elles les payent comme des joueurs de football, au prix fort. Vous avez un contrat de 5 ans, voilà vos objectifs. Vous êtes rentable, là, vous n'êtes pas rentable, vous êtes viré, on ramène quelqu'un d'autre. C'est pas... Moi, ce que j'ai vu au niveau d'Emirates ou de Etihad, c'est des professionnels du transport aérien. Comme Tim Clark à Etihad, à Emirates. C'est des gens qui ont vraiment une expérience de l'aviation et du transport aérien. Alors, le transport aérien, justement, quelques mots de prospective pour finir cet entretien. Monsieur Boltef, vous voyez comment son évolution sur les 20 dernières années? On a l'impression que ça ne finit pas de croître. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette histoire de pavillon national a tendance à disparaître. Dans cette mondialisation, il y a eu de forts taux de croissance. Ce n'est plus les États-Unis où le réseau domestique est pratiquement plus que l'Europe et l'Afrique réunies. Oui, parce que c'est un continent, les gens l'oublient. C'est un continent. Et c'est un continent qui est géré avec un ciel unique. C'est ça l'avantage des États-Unis sur l'Europe. Où l'Europe, on a très longtemps parlé du ciel unique, mais c'était un peu en matière d'aviation, de transport aérien, il y avait beaucoup de divisions au niveau de l'Europe. Moi, je pense qu'il y a cette disparition des pavillons nationaux, les alliances qui ont commencé déjà il y a X années. Il y a 3 grandes alliances dans le monde. Il y a l'alliance de One World, de British Airways, avec d'autres compagnies avec elle. Il y a l'alliance de Lufthansa, Star Alliance. Il y a l'alliance de SkyTeam, d'Air France et KLM. Voilà, Air France KLM, avec Delta, avec Aeromexico et d'autres compagnies. Il y a même des compagnies africaines qui font partie des alliances. Alors, où se situe Air Algérie dans cette évolution-là? Parce qu'on a bien compris qu'il allait être difficile de résister avec son pavillon national dans le contexte que vous décrivez. Air Algérie elle a intérêt à réfléchir de manière prospective à une alliance aussi. Oui, dans notre plan, dans notre PMTE, qui a été élaboré en 2012,
on avait parmi les axes, il y avait une dizaine d'axes stratégiques. Cette idée d'alliance, c'était le couronnement. Elle venait en dernier. On disait qu'Air Algérie devait s'allier à une alliance. On avait entamé des discussions avec Air France, avec Emirates, et on avait dans l'idée même, en créant les filiales, de faire entrer dans le capital des compagnies comme Emirates. Personnellement, j'ai eu des discussions avec Ils étaient le patron. Très intéressés. Très intéressés. Une filiale en particulier? Il y avait l'assistance au sol et le cargo. Oui, l'assistance au sol, plutôt le catering. L'assistance au sol et le catering. C'était les deux en premier. Pour qu'une alliance fonctionne bien, c'est quoi les critères? C'est de la complémentarité? J'imagine que deux compagnies qui se ressemblent beaucoup, c'est peut-être pas de bons alliés. Il y a un travail d'intégration dans l'alliance. Parce que l'alliance, il y a des indicateurs, il y a des critères. Il y a un travail au préalable qui se fait pendant 1 an ou 2 ans, qui touche à tout, même au salon VIP. Il faut qu'il y ait l'indication, en parlant de Star, Aviation Lufthansa, l'ancienne. Sur l'avion, vous mettez le logo de Lufthansa et le logo de Star. Les prix doivent être identiques ou très proches, très similaires. Le produit en lui-même, les produits doivent se rapprocher pour toutes les compagnies qui adhèrent à l'Alliance. Et pour adhérer dans chaque alliance, en piochant donc dans ce domaine-là, il fallait être parrainé. Pour adhérer, qui m'a fait la SkyTeam à France, il faut un parrainage. C'est comme ça que ça se passe. Tu as Star, tu as Lufthansa, il faut également un parrainage. Bon, il est bien de se faire parrainer par la grande compagnie de l'Alliance. Si on va adhérer à Star Aviation, se faire parrainer par Lufthansa, ça ouvre toutes les portes. On sent quand même qu'Air Algérie, si ça devait arriver, ça serait plutôt du côté de Lufthansa. Pas forcément. Il faut voir les intérêts où ils sont. Les réseaux, le rapprochement des réseaux, des produits, etc. Dans le cas de Lufthansa n'est pas très développé en Afrique. Ou on se trompe peut-être sur le sujet. Algérie pourrait peut-être être un bon complément dans l'Alliance. Enfin, je dis ça, j'en suis pas sûr. Possible. Ça peut être pour l'Afrique, Air Algérie, complémentaire, Air Algérie ou par exemple une autre compagnie. Peut apporter dans l'Alliance quelque chose de nouveau, de complémentaire et de nouveau. Qui doit porter cette réflexion selon vous? C'est plus la compagnie ou c'est plus les pouvoirs publics? Non, ça c'est la compagnie. Ça c'est la compagnie parce que c'est interne au niveau de la compagnie. Bon, bien sûr, toujours consultant les pouvoirs publics, sait-on jamais, pour qu'il n'y ait pas de... Parce qu'il y a toujours peut-être, en fin de compte, des aspects autres que des aspects... Monsieur Bolté, vous êtes toujours très à jour sur les enjeux de votre industrie, du transport aérien. On peut se poser la question si vous n'allez pas un jour revenir aux affaires, parce que vous êtes au fait des dernières... Notamment cet enjeu du hub que vous avez beaucoup porté pendant que vous étiez à la tête d'Air Algérie. C'est important, mais j'avais omis quelque chose d'important aussi dans la prospective, c'est les compagnies low cost. Oui, parce qu'il y a un phénomène nouveau. Oui. Parce que c'est important. Il y a un phénomène nouveau. Les compagnies low cost étaient sur l'Europe, sur les ouvertures des accords d'Open Sky, etc. Mais là, il y a un phénomène qui va se produire. Elles s'attaquent. Elles ont commencé à s'attaquer au long courrier. Très bien. Comme EasyJet, Ryanair, Buzz, toutes ces compagnies low cost vont. Et chez nous, moi, je pense qu'on résiste, mais tôt ou tard, si l'Algérie signe un accord d'Open Sky avec les pays européens, il faudrait se protéger, comme ont fait nos amis tunisiens récemment. On signe un accord d'Open Sky, je libère Tamras, je libère Gardaya, je libère Adra, je libère Timimoun, je libère Bouchar. Je vous laisse descendre là. Je vous laisse descendre. Mais pas Alger. Open Sky, mais pas Alger. Très bien. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit pardon. Ma question, c'était que je voyais avec votre acuité sur... C'était pas que je ne voulais pas répondre. Hein, d'accord, non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écarter que vous reveniez aux affaires avec autant d'implications et d'intérêt sur le secteur. Non, je n'aspire pas à mon âge. Je pense comme peut-être consultant, donner comme ça, mais pas pour... Pas en opérationnel. Pas en opérationnel. Monsieur Mohamed Salah Boltif, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le ciel. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Les batailles du ciel. C'est moi. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.